Bonjour Bonjour. à toutes et à tous, excusez-nous pour ce petit retard, petit problème de connexion au démarrage. Thierry est avec moi, mes co-animateurs. Hop, voilà, Thierry, tu es nommé côte. Réactivation du micro. Le docteur Coët de Mulhouse est avec nous. Laurent Blum, monsieur le Grand Ravin, bonjour. Bonjour. Salut, bonjour. Shavuot. Voilà, c'est bon. On est en place. Thierry, voilà, je ne t'entendais plus, maintenant je t'entends. Hop. Zou. Voilà, Olivier Samuel nous rejoint également. Bonjour Olivier. Thierry, je ne t'entends pas. Je suis passé de l'iPhone à l'ordinateur, c'est plus simple. Voilà. Voilà. Oula, j'ai une tête d'après-sport là. Bonjour Laurent. Bonjour Salut Elie. Thierry. Salut, Bonjour Rabin. Le respect. Salut Elie. Allez, on est parti. Dan, tu enregistres, Oui, c'est enregistré, c'est bon. sur le cloud ou sur ton ordinateur? Non, c'est automatique, c'est le consistoire qui. Tu peux m'autoriser à C'est faire fait. l'enregistrement? C'est toi qui es Voilà, animateur. voilà. Hop, c'est bon, c'est fait. Tu peux récupérer. Bienvenue à toutes et à tous. Thierry, c'est notre rendez-vous hebdomadaire de la communique. Nous avons le plaisir de recevoir M. Grand Rabbin Harold Veil, qui est parmi nous. Bonjour, M. Grand Rabbin. Bonjour, Shavuot. Shavuatov. Nous avons également Élie Cohen de Mulhouse, qui est ici avec nous également, que je mets à l'antenne directement. Bonjour, Dr Cohen. Bonjour. Président Bonjour du à groupe. tout le monde. Thierry, je te laisse la parole pour le démarrage. Bien, bonjour à tous. Shavuotov. En liminaire, nous avons tenu à inviter le grand rabbin Harold Veil, le grand rabbin du Bas-Rhin. Il faut préciser aujourd'hui, on n'a pas encore le grand rabbin d'Alsace, mais peut-être que ça viendra un jour. On en reparlera tout à l'heure avec notre ami Eli Cohen. Je voulais laisser la parole au grand rabbin Harold Veil pour qu'il nous, nous donne d'abord son ressenti sur la réouverture des eaux et aussi sur la petite tension qui existe entre les religions, on va dire, en tout cas particulièrement à Strasbourg. La religion catholique revendique, on peut dire tout à fait justement, que la jauge soit augmentée dans les lieux de culte qui le permettent. Donc d'abord, Monsieur Grand Rabbin, bonjour et Shavuotov, comment s'est passée cette réouverture? Shavuotov. Écoutez, la réouverture s'est très bien passée, exactement comme on l'avait envisagé. On l'a bien préparé. Je pense que c'est une chose déjà très importante. Les choses n'ont pas été faites à l'emporte-pièce. Nous avions l'expérience de la première réouverture, même si les conditions, vous l'avez rappelé Thierry, sont légèrement différentes. Cette fois-ci, on a une jauge qui est un peu plus contraignante, mais nous avions anticipé et prévu d'augmenter le nombre d'offices. Et c'est ce qui s'est passé ce Shabbat. Nous avons fait un office supplémentaire dans la salle Hirschler qui a permis d'accueillir les membres notamment du Merkaz et de la grande synagogue qui donc ne rentraient pas dans le quota des 30 personnes. Et les offices se sont extrêmement bien déroulés. C'est une reprise en douceur. En douceur, les offices sont loin, que ce soit l'office de la grande synagogue, celui du Merkaz, celui de Rambam ou des autres oratoires, sont loin d'être pleins. D'avoir retrouvé on va dire leur fréquence initiale, mais en tout cas, nous sommes extrêmement contents d'avoir pu, après un mois, retrouver le chemin de nos synagogues. Alors, est-ce que les fidèles vont-ils rester fidèles? Alors, c'est une grande question, bien sûr, et on ne peut pas se le cacher. L'effet du premier confinement, tout comme celui du second confinement, a été extrêmement néfaste et particulièrement dur pour notre communauté. Bien sûr, à plusieurs titres. Déjà, le fait de rester à la maison pendant plusieurs mois habitue d'une certaine manière les fidèles à prier vraiment dans l'intimité du foyer familial. Et donc, on prend
de mauvaises habitudes. Certains trouvent que c'est de bonnes habitudes parce que c'est vrai que c'est l'occasion de se retrouver avec la famille, de prier éventuellement avec les enfants, d'avoir un peu plus d'interaction avec les membres de la famille, du foyer. Pour autant, il y a peut-être un certain confort qui s'installe et surtout en ces froides journées d'hiver, on peut être tenté de rester chez soi plutôt que de venir à la synagogue, aussi bien le vendredi soir que le Shabbat matin, et je ne parle pas de la semaine. Je crois que pour autant, il faut rester optimiste, se dire que on ne peut pas retrouver en un Shabbat l'affluence qui existait avant le corona. La maladie est encore là, le virus circule. Beaucoup de personnes font, et elles ont raison, bien sûr, encore très, très attention, notamment les personnes les plus fragiles. Et je pense qu'il faudra quelques semaines, voire quelques mois avant de retrouver une affluence. En tout cas, il y aura un travail à faire aussi de notre part pour redoubler d'imagination, se montrer quelque sorte attractif et rappeler aux fidèles qu'on les attend, qu'il faut absolument, lorsque ce virus sera passé, qu'on puisse retrouver la vie que l'on avait avant en présentiel et que la vie virtuelle ne remplace pas ce contact que nous avons en présentiel qui est extrêmement important. Mais alors, effectivement, ces périodes de crise nous invitent à nous réinventer, en fait. Ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de faire, d'ailleurs, chers amis, monsieur le grand rabbin, en digital, mais l'après, on ne va pas rester toute notre vie sur le digital, donc il faudra effectivement se réinventer. Peut-être que certains ont peut-être pris, disparu, peut-être que certains ont pris l'opportunité voilà. Certains ont pris l'opportunité de cette crise pour attirer des fidèles à eux alors qu'ils n'y étaient pas autorisés, il faut le dire. Il faut dire que certains offices ne sont pas venus. Donc, malheureusement, on ne peut rien faire contre. Mais par contre, comme vous le disiez, il faudra, oui, se réinventer. Est-ce qu'on peut parler de concurrence aujourd'hui? Non, je ne crois pas qu'on puisse parler de concurrence. Vraiment, pour moi, le problème se situe vraiment dans le fait que les gens, que certaines parties des gens sont encore réticents à venir à la synagogue, donc restent à la maison. Et je pense vraiment aux plus âgés d'entre nous, aux plus fragiles. Ça, c'est une réalité. On l'a vu malheureusement à Rosh Hashanah et à Kippour. Enfin, malheureusement, je pense que c'était vraiment une bonne décision de la part de ceux qui ne sont pas venus de se protéger. Mais en même temps, c'est sûr que c'était un peu triste pour nous de voir cette synagogue remplie uniquement, je veux dire, de moitié, voire à son tiers. Je parle notamment pour la grande synagogue, mais on sait que c'était vrai aussi pour les autres synagogues qui ont eu un peu moins d'influence que d'habitude. Mais je crois qu'il faut vraiment rester extrêmement optimiste et se dire qu'avec des jours meilleurs, eh bien, les gens ressentiront ce besoin de se rencontrer parce que c'est un endroit, somme toute, très convivial. La choule, on le sait, au-delà des offices, il y a les kiddushim lorsqu'ils pourront reprendre. Il y a toutes ces activités qui tournent autour des offices et qui rendent ce lieu, ce centre communautaire extrêmement convivial. Et ça, je pense qu'aucun Zoom ou aucune activité par Internet ne pourra remplacer ce lien extrêmement chaleureux. Alors, il y a une dépêche AFP qui vient de tomber au moment où je vous parle, vous l'avez peut-être reçue, comme quoi le Conseil d'État ordonne au gouvernement de revoir sa copie concernant la jauge des 30 personnes, ce qui me permet très rapidement de répondre aussi à la question de Thierry sur la position de la communauté juive par rapport à cette jauge des 30 personnes. La communauté est restée très discrète pour plusieurs points. Bien évidemment, la communauté juive, comme toutes les autres communautés, s'est posé la question de la jauge, elle l'a analysée, et nous sommes aussi devant une incompréhension totale par rapport à quelque chose qui n'est absolument pas logique et qui ne correspond pas, en tout cas, qui défie le bon sens. Je veux dire, pour autant, étant donné que cette jauge, on nous l'avait annoncé depuis le départ, devait être revue au 15 décembre, je crois que la position de la communauté a été d'attendre sagement, de se dire que même si c'était contraignant, eh bien, on allait jouer le jeu jusqu'au 15 décembre ou jusqu'à ce que le gouvernement revoie sa copie par rapport à cette jauge et de ne pas faire spécialement de vagues, étant donné qu'il s'agissait d'une quinzaine de jours. Là, je vois que suite au recours qui a été déposé par le Conseil des évêques, le Conseil constitutionnel a demandé au gouvernement de revoir sa copie. Je sais qu'il y a une rencontre ce soir entre le Conseil des évêques et le Premier ministre Jean Castex. Donc on aura peut-être d'ici ce soir ou d'ici demain une nouvelle annonce concernant cette jauge qui nous permettra dès demain, et c'est surtout pour Shabbat, nous qu'on a un problème parce que la semaine on arrive bien à réguler les offices, mais d'accueillir plus de fidèles et de ne pas avoir à se casser la tête pour multiplier les offices.
Alors, c'est vrai que nos bâtisseurs, après la guerre, avaient prévu ce bâtiment immense parce qu'ils croyaient au renouveau et au redressement de cette communauté, ce qui s'est avéré vrai. Donc, ce bâtiment est immense. On y est vite allé étroit d'ailleurs, mais on a pu bénéficier de cet espace pour faire des offices qui pouvaient accueillir le surplus des 30. Donc, hier, j'ai fait le tour des synagogues du bâtiment. Une organisation remarquable avec des offices l'un à côté de l'autre, un Grande Schule, l'autre Salir Schler, qui se faisait écho d'ailleurs, et on a pu respecter comme ça la jauge des 30. Combien il y avait à peu près de fidèles hier en tout, à votre avis C'est difficile à dire. Je pense que chacun des offices, on avait prévu 6 offices, qui a fait plus ou moins chacun ayant fait le plein. Je pense qu'il y avait à peu près entre 150 et 200 fidèles dans le bâtiment hier. Ce qui est vraiment une reprise, on va dire, timide par rapport aux influences habituelles sur l'ensemble des offices. Les personnes qui sont habituées à fréquenter la communauté pendant l'année savent à quel point c'est une véritable fourmilière quand on est là le Shabbat matin, et notamment à la fin des offices, quand on voit ces personnes se croiser à droite à gauche pour aller dans les différents kiddushim, on voit à quel point ce centre communautaire est un vrai lieu de vie, comme il l'est d'ailleurs durant la semaine, notamment par tous les enfants qui l'accueillent au sein des 2 écoles. Et c'est vrai que là, c'était une reprise qu'on peut qualifier de reprise timide, mais encore une fois, à nous d'attirer, d'essayer vraiment de donner confiance aux fidèles pour qu'ils puissent revenir, et aussi vraiment de prier du fond du cœur pour que cette épidémie, dans les prochaines semaines, les prochains mois, puisse définitivement nous laisser tranquilles et que chacun se sente en pleine confiance et en pleine sécurité, et qu'on puisse réintroduire toutes les activités qu'on avait autour des offices. On sait que ça a un rôle quand même extrêmement important, que ce soit ces cours, ces shiurim, les kiddushim, pour tous les âges, que ce soit bien sûr pour les adolescents. C'était des activités qui marchaient très très bien. Il faut rappeler le kiddush des ados que nous avons lancé il y a quelques mois avec Stéphane Geisman, regroupé entre 50, 70, voire 80 adolescents tous les Shabbats. Et c'est sûr que sans malheureusement ce type d'activité, il est beaucoup plus difficile de capter tous ces jeunes. Donc pour moi, c'est une question de temps. On ne brusquera rien, on respectera comme on l'a toujours fait la loi. On s'est voulu exemplaire, et c'est tout à fait normal d'être exemplaire. C'est une relation de confiance que nous avons avec le gouvernement, et c'est tout simplement un devoir aussi que de protéger au maximum les fidèles. Et voilà, laissons le temps au temps, encore une fois, tout en invitant dès Shabbat prochain, parce que les conditions sont là pour accueillir les gens en sécurité, donc tout en invitant les fidèles, vraiment dès qu'ils le souhaitent, à venir regagner les offices. Donc, si ce soir on apprend que la jauge est levée et qu'on va pouvoir recevoir au mètre carré, c'est-à-dire à 8 mètres carrés comme les commerçants, donc il faudra refaire un calcul dans nos milliers de mètres carrés du nombre de fidèles qu'on peut recevoir. Est-ce qu'on peut envisager des fêtes de Hanouka à la synagogue? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que oui, éventuellement, peut-être une fête de Hanouka, notamment comme les fêtes pour les enfants que l'on connaissait les années précédentes. Ça sera très compliqué, puisque on sait comment ça se passait, notamment avec la tombola, la distribution après des beignets. Celle-là, bien sûr, elle ne pourra pas se faire cette année dans des conditions sanitaires suffisamment bonnes, mais éventuellement des allumages de Hanouka que j'avais déjà moi-même prévu éventuellement de maintenir, notamment dans les petites synagogues, en respectant la jauge de 30 personnes. Ça aurait été plus compliqué d'avoir une jauge de 30 personnes pour un grand allumage au centre communautaire. Si la jauge est augmentée, on peut éventuellement envisager, en tout cas au moins un allumage. On verra comment on fera ça. Une fête, sans doute pas, mais éventuellement un allumage de Hanouka ou un office de Hanouka, ça c'est tout à fait envisageable. Merci, monsieur le grand rabbin. Dan Leclerc, tout à fait. Bien, merci, M. Grabin, pour la clarté de ces explications, et j'ai envie de dire aussi la lumière que cela fait sur l'espoir que nous allons avoir de pouvoir passer ces fêtes ensemble, mais différemment. Et en tout cas, on voit que tout le monde... Non, on pourra demander à notre ami Dan de transformer les quelques fidèles supplémentaires en beignets, sachant que les beignets ne comptent pas dans la jauge de 30 personnes. Donc, c'est éventuellement une solution alternative pour régler ce problème des 30 personnes. Ni dans le poids que nous allons prendre en les dégustant. Non, mais je pense que Dan, dans son émission culinaire du dimanche soir, va nous donner la bonne recette. Et on est en cours, on y travaille. En tout cas, un grand merci. Le son Dan, de ton iPhone n'est pas extraordinaire. C'est ma connexion qui est... C'est une catastrophe.
Je m'en excuse. Merci beaucoup. Shavuot et merci. Shavuot, merci beaucoup. Nous recevons aujourd'hui un Haut-Rhinois, on reste en Alsace. Donc, monsieur le grand rabbin, puisqu'on vous a encore sous la main, est-ce que le fait que les départements 67 et 68 se retrouvent dans une collectivité européenne d'Alsace, et je poserai la question à Eli Cohen tout à l'heure, est-ce qu'on peut envisager une réunification des consistoires? On en parle depuis longtemps, on n'y est pas très favorable pour le régime concordataire, mais est-ce qu'un jour on pourra envisager un consistoire d'Alsace? Écoutez, pourquoi pas. Il y a bien sûr un aspect juridique aussi à la question. On laissera Elie s'exprimer. Je pense qu'il y a toujours une entente, en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens, vraiment une très bonne entente entre les communautés du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. En tout cas, entre rabbins, entre rabbinats, l'entente a toujours été excellente. Moi j'ai eu l'occasion, depuis mon arrivée à Strasbourg, de passer des Shabbatot dans le Haut-Rhin, plusieurs événements également auxquels j'ai pu participer, que ce soit des vœux de Rosh Hashanah, que ce soit des fêtes, intronisation de Sefer Torah et autres. C'est toujours vraiment un grand plaisir pour moi que de traverser cette frontière un peu imaginaire entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour aller rejoindre nos amis. Elie, c'est vraiment toute l'affection que j'ai pour lui, comme j'en ai pour les présidents des communautés de Colmar et de Mulhouse. Et écoutez, pourquoi pas envisager un jour cette réunification qui, bien sûr, posera sans doute des problèmes d'organisation, mais qu'on peut toujours régler, comme cela s'est fait au niveau de la collectivité européenne d'Alsace. Donc, écoutez, pourquoi pas, moi je suis tout à fait ouvert à ce genre de projet. Merci monsieur le grand rabbin. Eli Cohen, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Écoutez, Eli, je te remercie. Oui. nous avons l'habitude de nous tutoyer, on va poursuivre cette tradition puisque nous siégeons ensemble au consistoire central. Donc dans notre émission, Dan, alors chaque semaine on rajoute une année. Hein. La semaine dernière on était à 10 ans, on va dire depuis 11 ans maintenant. Quand on aime, on ne compte pas, Thierry. Nous avons une tradition, c'est lors de la venue d'un invité nouveau, bien que Eli Cohen soit déjà intervenu, mais c'était au premier confinement et c'était peut-être pas dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous retrouvons un Eli Cohen en pleine forme et on va lui poser la question traditionnelle. Dan, si tu veux bien la poser. Avec un immense plaisir. Docteur Eli Cohen, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Alors, je me présente, j'ai 69 ans bientôt. Je suis né au Maroc, à Fès. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, j'étais à Strasbourg, à l'école Akiba, que j'ai fréquenté pendant 3 ans. Et mes parents ont fait la Aliyah à ce moment-là, donc je les ai évidemment suivis. J'ai servi en Tzahal pendant 3 ans et demi. Et j'ai eu le droit à quelques péripéties, notamment la guerre de Kippour. Et comme j'avais toujours le souhait d'étudier la médecine et que ma langue maternelle, c'était le français, donc automatiquement, je suis retourné vers l'Alsace. J'avais gardé évidemment beaucoup d'amis, beaucoup de souvenirs. Donc j'ai fait mes études de médecine à Strasbourg. Et ensuite, ma spécialisation, et j'ai été donc médecin hospitalier à Mulhouse, je suis encore d'ailleurs, chef de service de la neurologie jusqu'en décembre 2019, date à laquelle je suis redevenu praticien hospitalier. Donc j'exerce à temps partiel maintenant en raison de l'histoire du Covid, malheureusement, où donc j'ai été affecté. Voilà, c'est l'occasion de remercier tous les Strasbourgeoises et nos coreligionnaires strasbourgeois qui ont prié pour notre guérison, que ce soit pour mon ami Maurice, moi-même et d'autres coreligionnaires. Vraiment, je les remercie de tout cœur. Et voilà, donc le consistoire, je suis investi depuis maintenant, de mémoire, ça va faire la 17e année, bien sûr comme membre au départ, avec différentes responsabilités, jusqu'à la vice-présidence et la présidence depuis 3-4 ans, avec mes collègues comme à Strasbourg, qui me secondent, chacun avec une spécialité d'orientation, de prise en charge. Voilà. On a parlé un petit peu voilà un peu mon parcours, assez rapidement. Nous avons ici, grâce à Dieu, on peut dire de très bons contacts avec tous les pouvoirs publics, que ce soit le préfet, les maires de Mulhouse, de Colmar, de Saint-Louis, qui sont les 3 centres où il y a encore une vie juive dans le Haut-Rhin. Ailleurs, nous entretenons essentiellement des bâtiments, des synagogues.
avec des activités culturelles de temps en temps, avec des équipes de bénévoles que je remercie et des associations qui ont été créées pour animer ces lieux de culte. Les synagogues ont réouvert donc ce Shabbat. Ah oui, alors donc on a réouvert les offices également dans le Haut-Rhin hier matin, donc j'étais à l'office avec les conditions qui nous étaient imposées évidemment. Heureusement ou malheureusement, on n'a pas le problème d'affluence, donc gérer pour 30 personnes, ça ne nous pose pas trop de problèmes, que ce soit Mulhouse, Colmar ou Saint-Louis. Donc Mulhouse et Saint-Louis ont ouvert, Colmar va le faire jeudi, un problème d'organisation. Et effectivement, cette histoire de 30 personnes, c'était un peu difficile à organiser. Il y avait soit les 30% de superficie, soit 8 mètres carrés par personne, donc on ne savait pas trop. C'est vrai que, comme l'a dit en scoop là, le grand rabbin, il y a une réunion qui a lieu cet après-midi à Paris avec le Premier ministre et les représentants de l'épiscopat. Je pense que ça va évoluer favorablement. Voilà. Maintenant, un peu les rapports avec le consistoire du Bas-Rhin. Ben, écoutez, ça se passe très très bien. Depuis des années, on a eu plusieurs fois des réunions interconsistoriales. C'est vrai que ces 2 ou 3 dernières années, il n'y a pas eu tellement de réunions. Il y a des échanges perpétuels, évidemment, entre les membres du consistoire, entre les présidents, et comme l'a souligné le grand rabbin, entre les grands rabbins et les rabbins. Là aussi, il y a une très bonne entente. Quand tu vas me poser la question pour l'avenir, puisque tu l'as soulevé, alors nous, on est ouvert à la discussion. La communauté de l'Alsace ne s'est pas créée du jour au lendemain. Tu le sais mieux que moi. Ça a mis du temps, les discussions. J'ai eu la chance, un peu comme nous, où nous sommes des coreligionnaires. Donc la discussion, normalement, doit être beaucoup plus facile. Sur le plan politique aussi, c'était un peu plus facile, puisque les présidents respectifs des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin étaient de la même couleur politique. Donc, ça fait avancer les choses de manière beaucoup plus concrète et dans un seul sens. Voilà. Donc, nous, on est ouvert, il n'y a pas de problème pour discuter de l'avenir, pour voir comment on peut s'organiser. On va être confronté sur le plan juridique, probablement au Concordat. Et que faire aussi de nos amis de Moselle? Est-ce qu'ils seront capables d'intégrer? Est-ce que, voilà, pour eux, il faut rester à part? Ben, on verra. Donc, je pense qu'il y a lieu d'organiser des réunions entre nous et de discuter. Parce que si on a un projet, c'est à nous de venir avec le projet, je pense, vers les pouvoirs publics. Attendre que les pouvoirs publics fassent quelque chose, je ne pense pas qu'ils sont dans cette optique. Enfin, si on se calque sur la collectivité européenne d'Alsace, en fait, ce n'est que la fusion de deux assemblées. Je pense qu'une structure existe déjà qui n'est pas formelle, c'est-à-dire que nous nous rencontrons au moins une fois par an, en temps normal, on va dire, pour des échanges. Cependant, effectivement, c'est difficile de réformer un concordat auquel on est très attaché, ne serait-ce, pour le dire, que pour le statut de nos rabbins. Élie, l'actualité a malheureusement fait parler de Mulhouse ces dernières semaines, avec une vague de tags antisémites, comme nous l'avons connu dans le Bas-Rhin l'année dernière et cette année, avec une violence rare qui a atteint son paroxysme lors de la profanation de la stèle du grand rabbin de France, Jacob Kaplan, de mémoire bénite. Est-ce que, Élie, tu pourrais peut-être nous faire un état des lieux? Alors, donc, effectivement, on a été tous choqués par ces tags. D'abord, ça a commencé par 2 tags le samedi dernier sur des murs au centre-ville, avec la même inscription à la bombe aérosol. Ensuite, il y a eu le lendemain, effectivement, la même inscription sur la stèle du grand rabbin Kaplan, en sachant pour l'histoire que le grand rabbin Kaplan, était en poste à Mulhouse avant d'être grand rabbin de France. J'ai regardé mes notes, c'était en 1922. Il est resté 6 ans à Mulhouse. De 1922 à 1928. Est-ce qu'il était alsacien il a eu son titre de rabbin. Il a exercé 6 ans à Mulhouse. Et ensuite, il a progressé pour être grand rabbin de France. Donc, ça nous a tous, évidemment, comme je l'ai dit, choqués. Il y a eu une réaction immédiate auprès des pouvoirs publics.
qui eux-mêmes ont réagi. Je salue ici plusieurs personnalités dont j'aimerais bien dire quelles sont ces personnalités, à commencer par Madame le maire de Mulhouse, qui nous a appelés, le président de la communauté également, pour nous soutenir dans cette situation très embarrassante et gênante pour nous, alors que tout se passait bien depuis, on peut dire, un certain temps. Elle a porté plainte au nom de la ville, elle a effacé les tags très rapidement. Monsieur le préfet, qui est en poste ici à Mulhouse que depuis cet été, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, monsieur, et qui est très sympathique, qui est très ouvert, et tout de suite m'a appelé et a fait un communiqué pour exprimer son émotion et mettre les moyens qu'il faut pour retrouver le ou les coupables. J'aimerais citer également Madame la ministre Klinkert, qui a adressé un message de sympathie à toutes nos communautés, à travers le grand rabbin et moi-même, et le président de la M2A également, dans cette même optique. Actuellement, l'enquête se poursuit. Aux dernières informations que j'ai eues, il y a une piste qui est actuellement en cours et peut-être ça va porter ses fruits. Sur le plan juridique, nous avons porté plainte, au nom bien sûr du consistoire, de la communauté. La LICRA a fait de même et la mairie de Mulhouse également. Donc voilà un petit peu la situation actuelle par rapport à cet tag antisémite. Je crois que effectivement, les autorités prennent ça très au sérieux. Il y a je crois, une enquête qui se fait à partir de caméras de surveillance urbaine Oui, et que absolument. très certainement, on arrivera à identifier l'auteur. Enfin, nous l'espérons. À Strasbourg, des faits similaires se sont produits l'été dernier avec des tags à la cité Spar où l'auteur a été appréhendé, a été très rapidement déféré. Le procès est en cours, il se tient prochainement. Cet auteur qui a d'ailleurs fait parler de lui pour d'autres faits, qui est d'ailleurs maintenant, je crois, sous les barreaux, il me semble, en tout cas, il va passer un petit séjour en prison. D'autres faits qui n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. Donc, Élie... Et merci, je t'interromps, merci pour le soutien de ta part et du président d'Ahan, qui m'a donc adressé un message la semaine dernière quand c'est arrivé. C'est tout à fait normal et comme nous le disions et le disait le grand rabbin, nous sommes tous très solidaires en Alsace et cette proximité fait que non seulement nous avons des relations humaines serrées, mais en plus une vraie solidarité. Élie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la communauté de Mulhouse? On connaît un peu plus la communauté de Colmar à Strasbourg, mais celle de Mulhouse qui est un peu plus éloignée, nous avons quelques membres de la communauté de Mulhouse qui vivent à Strasbourg, ou un illustre membre, Michel Roté, qui nous apporte énormément un vrai trésor d'histoire, de patrimoine à travers son site du judaïsme alsacien et lorrain. Comment se porte la communauté de Mulhouse? Quelles sont les activités, quelles sont les forces de la communauté de Mulhouse? La communauté de Mulhouse est actuellement, donc, son président, c'est le Dr Henri Metzger, qui exerce maintenant, a débuté son deuxième mandat. C'est là, on peut dire, l'équivalent de Colmar. Les membres sont un peu plus nombreux à Mulhouse que Colmar. Il y a eu dans l'historique, il y a toujours une certaine indépendance des communautés pour organiser leurs activités. Donc nous, on n'est pas un petit peu dans ce qui est organisé actuellement donc, dans le Bas-Rhin. Chaque président a autorité pour organiser, pour gérer sa communauté. Et bien sûr, ils sont invités lors des réunions du consistoire pour discuter des grandes orientations concernant les communautés, les décisions à prendre. Donc à Mulhouse, avec sa commission administrative, bien sûr, comme tout le monde, je ne parle pas malheureusement de l'année terrible qu'on vient de passer et qui n'est toujours pas terminée, mais si on se situe un tout petit peu en amont, les activités étaient nombreuses, que ce soit pour évidemment les fêtes, que ce soit pour Hanouka, pour Purim, il y a un GAN, il y a un Talmud Torah, il y a eu un changement récent en septembre, puisque le rabbin Amar fait donc valoir ses droits à la retraite. Avant lui, ils étaient à deux avec le rabbin Ayoun. Il a fait faire valoir ses droits à la retraite 2 ans avant.
Et donc, pour l'instant, c'est le Rav Levintov qui exerçait à Belfort depuis le 1er septembre et actuellement à Mulhouse. Et il essaye effectivement de maintenir une certaine activité malgré le contexte très difficile. Nous avons un Chazan qui est M. Herman, originaire du Bas-Rhin, un très bon Chazan, très apprécié, qui est là depuis plus d'une dizaine d'années. Les offices, il y a 2 offices. Un office, en tout cas, le Shabbat et les Chagim, un office Farad et un office Ashkenaz. En semaine, il y a un office commun à Mulhouse, avec donc un office traditionnel tous les jours, sauf le jeudi, où c'est un office séfarade. Ça fonctionne très très bien, ça fonctionnait très bien, mais évidemment avec la période actuelle, un peu plus difficile à maintenir. Donc le GAN, le Talmud Torah. Il y a une équipe qui était encore il y a 2 ans de l'AS Menorah, enfin l'équivalente, mais dans d'autres proportions, pour le basket et le football. Donc, chaque fois qu'il y a eu des réunions des Akiviades au niveau régional, évidemment Mulhouse, tout le département du Haut-Rhin était présent à ces Akiviades, que ce soit dans le domaine du basket, du football, etc. Voilà. Donc les jeunes, il y a également des éclaireurs, où une activité aujourd'hui est commune entre Colmar et Mulhouse. Je crois que j'oublie rien. Voilà un petit peu la vie communautaire à Mulhouse. Et je dois le dire, était très, très active jusqu'à l'arrivée malheureusement de ce virus. Eh bien, Elie, merci pour ces précisions. Quels sont les projets ou les projets d'avenir de Mulhouse? Alors, vous avez eu le malheur d'avoir un incendie à la synagogue qui a été rénovée, je crois, réinaugurée récemment. Donc, vous avez un... Oui, alors il y a eu effectivement, ce n'était pas un incendie criminel, comme ça soit clair, c'était accidentel. Et en plus, c'était lié à un court-circuit. Et heureusement, on avait refait l'installation quelques mois avant. Et malgré ça, il y a eu ce court-circuit qui a fait flamber, ce qui a permis à tout malheur de reconstruire un petit peu la synagogue qui a été rénovée. Et pour ceux et celles, j'invite tout le monde, quand vous êtes de passage à Mulhouse, de venir la visiter, voire assister aux offices quand c'est possible. Elle est très, 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 très belle. On a la capacité, comme tu avais dit, pour Strasbourg, était pour des grandes communautés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais au moins, elle nous sert pendant la période de Covid pour avoir la distanciation et pouvoir accueillir les coreligionnaires pour les offices. Voilà un petit peu. Donc, l'avenir, c'est de la reprise des activités telles qu'elles étaient avant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comme tu as dit, il faudra revoir aussi la façon dont on organise tout ça. Ça, c'est clair. On ne peut pas faire abstraction du passé. Faire revenir les gens, c'est notre souci aussi, comme l'a expliqué le grand rabbin Veil. Il faut aller vers les gens, il faut les motiver, il faut, là je parle en tant que médecin, les désensibiliser en quelque sorte, sans jeu de mots, à la crainte du virus, avec toutes les précautions qu'il y a, pour leur donner confiance, et notamment les personnes d'un certain âge qui ont déserté, c'est vrai, les minyanim, pour qu'ils puissent revenir. C'était aussi, il faut le dire, les piliers des minyanim, que ce soit à Colmar, Mulhouse et un peu Saint-Louis. Elie Cohen, merci beaucoup. J'espère que l'on pourra se retrouver très bientôt pour des réunions 67-68 ou au consistoire central où nous avons l'habitude de nous rencontrer régulièrement. Dan Leclerc, j'ai des envies de banana bread. On t'entend pas. Dan? Voilà. Est-ce que j'ai des envies de banana bread. Tu es un curieux et un gourmand, Thierry, et tu donnes tout de suite le ton parce que c'est la recette de ce soir que Sandra Himmler Elaïk va nous proposer et on se réjouit de la retrouver. C'est à 19h et c'est en direct sur le programme de la communauté. Des pensées aussi pour Stéphane Geisman qui ne peut pas être parmi nous en ce moment avec quelques indispositions de santé. Et on lui souhaite bien sûr toute la refoua shelema nécessaire et toutes nos prières pour l'accompagner parce qu'on sait tout ce qu'il fait et tout ce qu'il œuvre pour notre belle communauté. Donc on pense très fort à toi, cher Stéphane. Un élément remarquable. Dan Leclerc, j'espère qu'on a donné la banane à tout le monde. Redonner, on est très heureux de t'avoir retrouvé en
pleine forme, parce qu'il faut dire que tout nous a fait peur au mois de mars. Et très heureux aussi que la communauté de Mulhouse se porte si bien, en espérant effectivement que toutes ces manifestations antisémites se taisent et qu'on puisse vivre en paix sereinement dans cette société, dans cette France que nous aimons. Dan, on se retrouve dimanche prochain. On se retrouve dimanche prochain, bien évidemment, avec de nouveaux invités. On vous préviendra dès que nous saurons bien le programme. Et en attendant, eh bien, Shavua Tov à tous, excellente semaine et merci encore. Merci pour l'invitation. Merci Elie, merci à Monsieur le Grand Rabbin, merci à tous. Shavua Tov. De nous suivre, vous retrouvez bien sûr l'émission sur le 102.9 sur Judaïka, en streaming ou en podcast.